En 2024, à Viry-Châtillon, le programme moteur de Formule 1 de Renault s'est préparé à l'impensable, fermer ses portes. Après près d'un demi-siècle de fierté mécanique, l'équipe française d'usine s'apprêtait à acheter des moteurs allemands. Ce n'était pas un simple département technique qui baissait les bras. C'était l'usine qui avait remporté 12 championnats du monde des constructeurs. C'était la forge des V10 sur l'an des années 90 et des invincibles V8 RS27 des années 2000. Pourtant, des centaines de motoristes français ont soudainement compris que leur banc d'essai n'accueillerait plus jamais la fureur d'un nouveau groupe propulseur pour la course reine. Le paradoxe est cruel. L'ingénierie française n'a pas été vaincue par un manque de puissance. Elle a été écrasée par la complexité financière et technique vertigineuse de l'ère turbo-hybride, une réglementation qu'elle avait pourtant elle-même ardemment réclamée pour s'aligner sur les ventes mondiales. Mais la véritable histoire du moteur Renault F n'est pas seulement l'histoire d'un abandon comptable. C'est l'histoire d'une ambition nationale devenue suprématie mécanique et d'un programme qui a imposé sa volonté au monde entier avant de s'étouffer dans ses propres règles. Chaque semaine, nous racontons les histoires des moteurs français, des usines, des ateliers et des noms industriels qui ont un jour appris au pays comment pouvait sonner la puissance et ce qui s'est passé lorsque le marché a avancé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis, à Silverstone, en 1977. Au milieu des années 1970, la Formule 1 était devenue une industrie britannique, animée par un cœur américain. Sur la grille de départ, presque tout le monde achetait la même solution, le V Whitford Cosworth DFV. C'était un moteur atmosphérique, un moteur qui aspire l'air naturellement, sans assistance, de 3,0 litres, fiable, accessible et parfaitement compris par tous les mécaniciens des stands. La France, pourtant berceau historique de la course automobile, regardait ce spectacle depuis les tribunes. Matra, après avoir fait chanter ses magnifiques V12, s'était retiré, vaincu par le coût de la compétition. L'industrie nationale se concentrait massivement sur la mobilité populaire, les petites cylindrées économiques pour un pays touché par le choc pétrolier et la consolidation européenne. Mais au sommet de la compétition mondiale, le silence mécanique français devenait politiquement et industriellement pesant. Dans une France encore profondément attachée aux grands projets d'État et à la souveraineté technologique, cette absence de puissance brute était inacceptable. Sous l'impulsion d'Elf, la compagnie pétrolière nationale qui cherchait à démontrer la supériorité de ses carburants de synthèse, et de la direction de la régie Renault, un plan silencieux commença à prendre forme dans la banlieue sud de Paris. À Viry-Châtillon, la toute nouvelle entité Renault Sport, dirigée par des ingénieurs visionnaires comme Bernard Dudot et François Castin, prit une décision fondamentale. Il ne voulait pas simplement acheter un V8 anglais, ni même en concevoir une copie française. Il savait que pour battre un système bien établi sur son propre terrain, l'ingénierie française devait réécrire la nature même du problème technique. Le livre des règlements de la Formule 1 contenait depuis longtemps une ligne, une faille mathématique que personne n'osait exploiter. Les équipes avaient le droit d'utiliser des moteurs atmosphériques de 3,0 litres, ou bien des moteurs suralimentés d'une cylindrée réduite à seulement 1,5 litres. Depuis les années 1950, l'option du petit moteur compressé était considérée comme une impasse théorique absolue. L'idée de forcer d'énormes quantités d'air et de carburant dans de minuscules cylindres de course était perçue comme un cauchemar de fiabilité. La chaleur générée ferait fondre les métaux, le système serait trop lourd et la puissance serait inexploitable. Pourtant, Renault avait déjà commencé à expérimenter le turbocompresseur, un système entraîné par la chaleur et la vitesse des gaz d'échappement qui comprime et envoie davantage d'air dans les cylindres, sur les moteurs de ses prototypes Alpine au Mans. Forts de cette expérience, les ingénieurs de Viry-Châtillon firent un pari radical. Ils allaient construire un V6 de 1,5 litre suralimenté pour la Formule 1. Le moteur, basé sur un solide bloc en fonte à 90 degrés dérivé d'une architecture Gordini, n'était pas seulement un choix mécanique ambitieux. C'était un véritable défi industriel. Il exigeait de maîtriser des températures de chambre de combustion que les motoristes européens de monoplace n'avaient jamais affrontées. Il fallait repenser les alliages d'aluminium pour les culasses, reconcevoir les pompes à huile
et forcer le réseau de fournisseurs français à produire des métaux capables de résister à la destruction thermique. Le choc avec la réalité eut lieu le 16 juillet 1977. Sur le célèbre circuit de Silverstone, en Angleterre, Renault fit débarquer la monoplace RS01. C'était une machine fièrement et farouchement nationale. Un châssis français, des pneus radiaux, Michelin français inédit, du carburant Elf français et surtout ce minuscule moteur V6 turbo de 1480 12 cm3 qui hurlait d'une manière étrange dans le dos du pilote-ingénieur Jean-Pierre Jabouille. Dans les garages britanniques de l'époque, où les mécaniciens réglaient leur V8 à l'oreille et à l'outil manuel, ce moteur suralimenté ressemblait à une hérésie échappée d'un laboratoire. Le moteur turbo français s'avéra immédiatement d'une brutalité indomptable. Équipé d'un seul énorme turbocompresseur KKK, le bloc souffrait d'un grave temps de réponse. Le délai terrible entre le moment où le pilote écrasait l'accélérateur à l'entrée d'un virage et le moment où la turbine envoyait enfin l'air comprimé. Lorsque la pression arrivait, la puissance théorique, dépassant les 500 chevaux, déferlait avec une violence subite qui martyrisait la transmission, faisait patiner les pneus et déséquilibrait la voiture. Mais le véritable ennemi, plus redoutable encore que le temps de réponse, c'était la chaleur interne. Sous le capot jaune et noir de la RS01, le système d'échappement devenait rouge cerise à la moindre accélération. Les températures extrêmes faisaient fondre les têtes de piston, les soupapes cassaient, les joints de culasse cédaient sous l'énorme pression interne. Sur la piste, devant un public britannique stupéfait, la monoplace s'arrêtait régulièrement dans d'immenses panaches de fumée blanche ou noire, les entrailles du V6 venant de céder sous l'effort de la suralimentation. Le paddock, amusé par cette audace française qui finissait presque toujours sur le bord de la piste, donna très vite un surnom cruel à la machine, la Yellow Teapot, la théière jaune. Pour les observateurs et la presse spécialisée de l'époque, le programme entier ressemblait à un échec spectaculaire et coûteux. On se demandait publiquement pourquoi un grand constructeur automobile, soutenu par l'État, s'obstinait avec un système si manifestement inadapté aux contraintes dynamiques de la Formule 1. Les mécaniciens de Renault vivaient un enfer, obligés de manipuler des pièces de turbocompresseurs encore brûlantes avec d'épaisses gants en amiante lors des interventions d'urgence. Le bloc de fonte nécessitait des révisions constantes. Mais loin des moqueries des circuits anglais, le récit était fondamentalement différent. Derrière les portes closes de l'usine de Viry-Châtillon, sur les bancs d'essai où de nouveaux blocs V6 étaient de pousser à la destruction jour et nuit, les motoristes scrutaient les cadrans de télémétrie. Ils ne voyaient pas une théière défectueuse. Ils voyaient une courbe de puissance qui ne cessait de grimper. Les chiffres mesurés prouvaient que ce petit bloc de 1,5 litre cachait un rendement thermique et une capacité d'extraction de puissance que les gros V8 de 3,0 litres ne pourraient jamais, physiquement, atteindre. Le problème ne venait pas du concept mathématique. Le problème n'était qu'une question de résistance des matériaux et de refroidissement. Chaque piston fondu était renvoyé à la fonderie. Chaque casse moteur devenait une donnée essentielle. Viry-Châtillon ne cherchait pas simplement à réparer une voiture de course pour la manche suivante. Le département essayait de dompter une forme de puissance entièrement nouvelle pour la discipline. L'Europe de la course riait de la théière jaune. Mais à Viry-Châtillon, les motoristes savaient que la fumée n'était pas un échec. C'était le prix à payer pour déverrouiller l'avenir. Le point de bascule ne s'est pas produit dans le silence d'une salle de réunion parisienne, mais dans la fureur mécanique du Grand Prix de France. Le 1er juillet 1979, sur le bitume brûlant du circuit de Dijon-Prenois, la Formule 1 a définitivement changé d'époque. Ce jour-là, la monoplace Renault RS10, pilotée par Jean-Pierre Jabouille, a franchi la ligne d'arrivée en première position. La victoire n'était pas un accident de course. Elle était la preuve mathématique que la souffrance des 2 années précédentes avait un sens profond. Le turbocompresseur, un système implacable qui utilise l'énergie brûlante des gaz d'échappement pour faire tourner une turbine et gaver le moteur d'air sous pression, n'était plus une expérience de laboratoire capricieuse. Dans les longues courbes rapides et les lignes droites de Dijon,
Ce système signifiait qu'un petit bloc d'à peine 1,5 litre pouvait soudainement aspirer une quantité d'air massive, la comprimer et développer une puissance qui laissait les légendaires V8 atmosphériques britanniques sans aucune réponse. Pour les mécaniciens de Viry-Châtillon qui pleurèrent de joie dans les stands, couverts de cambouis, ce n'était pas seulement une coupe de plus à ramener en usine, c'était la validation physique de leur architecture. La théière jaune venait de dicter sa loi. Le métal, le carburant ELF et l'ambition technique de tout un groupe industriel avaient enfin trouvé leur point d'équilibre. L'impact de ce dimanche de juillet fut sismique pour toute la catégorie Rennes. Du jour au lendemain, les moqueries s'arrêtèrent dans les garages concurrents. L'année suivante, Ferrari commença à tester en piste son propre moteur turbo. Bientôt, BMW, Porsche, Honda et même le conservateur motoriste Cosworth furent obligés de copier la solution française s'ils voulaient survivre au nouveau rythme. En obligeant le monde à adopter la suralimentation, la petite usine de la banlieue sud de Paris avait virtuellement rendu obsolète toute l'ingénierie de la décennie précédente. Au milieu des années 1980, ces petits moteurs poussés à des pressions délirantes allaient dépasser allègrement les 1000 chevaux en configuration de qualification. Renault avait ouvert la boîte de Pandore de la puissance absolue. Pourtant, malgré l'invention de l'arme ultime, l'équipe d'usine Renault s'épuisait. Gérer à la fois la conception complexe d'un châssis et le développement sans fin d'un moteur surpuissant devenait un gouffre financier pour la direction de la régie, basée à Boulogne-Billancourt. À la fin de la saison 1985, une décision brutale mais stratégiquement fondatrice fut prise. Renault allait cesser de construire des voitures de course complètes. L'entreprise allait se concentrer exclusivement sur ce qu'elle savait faire de mieux. Elle allait devenir un pur motoriste. Cette réorganisation changea fondamentalement la nature de l'engagement français. Renault n'allait plus se battre contre les constructeurs britanniques pour régler des problèmes d'aérodynamique ou de suspension. Elle allait leur vendre directement la puissance. En équipant les monoplaces Lotus d'Ayrton Senna, puis les Ligier, Viry-Châtillon s'est transformé en un arsenal de haute technologie, un fournisseur de cœurs mécaniques prêt à être installé dans les meilleurs châssis du monde. Mais la suprématie de la suralimentation effrayait désormais les législateurs. Jugeant les vitesses devenues trop dangereuses et les budgets hors de contrôle, la Fédération internationale de l'automobile décida d'interdire totalement les moteurs turbo à la fin de la saison 1988. La règle forçait un retour immédiat au moteur atmosphérique d'une cylindrée maximale de 3,5 litres. Pour de nombreux observateurs, cette nouvelle contrainte réglementaire semblait taillée sur mesure pour avantager les anciens maîtres du V8 ou les orfèvres du V12 italien. Renault, ayant bâti toute son identité moderne et ses compétences métallurgiques sur le turbo, semblait condamné à repartir de zéro avec un lourd désavantage conceptuel. C'était sans compter sur l'audace du bureau d'études dirigé par l'ingénieur Bernard Dudot. Plutôt que de choisir la sécurité d'un V8, réputé pour son couple et sa légèreté, ou la noblesse d'un lourd V12, célèbre pour sa puissance à haut régime, les motoristes français décidèrent de parier sur une architecture totalement inédite. Le moteur C10. Le moteur V10, un bloc où 10 cylindres sont répartis en deux rangées formant un V, n'était pas un standard de l'industrie. C'était une architecture réputée bancale, générant des harmoniques et des vibrations destructrices capables de cisailler un vilebrequin net. Mais sur les bancs d'essai de Viry-Châtillon, le V10 représentait la recherche d'un compromis absolu. Il devait être physiquement plus court et moins lourd qu'un grand V12, permettant aux aérodynamiciens de concevoir des voitures plus fines et de loger de plus grands réservoirs. En même temps, grâce à des pièces mobiles plus légères que celles d'un V8 de même cylindrée, ce bloc pouvait encaisser des régimes de rotation extrêmement élevés pour aller chercher les derniers chevaux en haut du compte-tours. Le premier rejeton de cette nouvelle réflexion fut le Air S1, un V10 ouvert à 67 degrés, conçu pour un partenariat exclusif avec l'écurie britannique Williams. Lorsque ce nouveau moteur atmosphérique fit ses premiers tours de roue en 1989, une sonorité stridente et métallique remplaça le sifflement sourd du turbo. Ce n'était plus l'urgence sauvage de la suralimentation. C'était la précision clinique d'un orchestre mécanique tournant à plus de 12 000 tours par minute.
Dès la première course de la saison au Brésil, le moteur fait 10 Renault fit preuve de sa justesse, surprenant le monde de la Formule 1 par sa fiabilité immédiate. L'usine ne fournissait pas seulement des pièces métalliques. Le système d'assistance intégré par Renault comprenait les blocs expédiés depuis la France, la gestion électronique pointue et surtout les ingénieurs motoristes détachés dans les garages britanniques comme un véritable commando technique. Le moteur n'était plus une simple pièce du châssis. Il était devenu le centre de gravité de la Formule 1, et pendant près de 20 ans, ce centre de gravité parlerait français. Dans les années 1990, l'usine de Viry-Châtillon n'était plus seulement un département technique périphérique de la régie, elle était devenue la capitale mondiale incontestée de la puissance atmosphérique. L'architecture F10, initialement perçue par les rivaux britanniques et italiens comme un étrange compromis, s'était rapidement révélée être l'arme absolue de la décennie. Avec l'écurie britannique Williams, Renault a tissé une alliance qui allait systématiquement écraser la Formule 1. Le bloc RS3, puis le RS4 et le RS5 démontrèrent une supériorité terrifiante face au lourd V12 Ferrari et au V8 Ford, plus léger mais manquant d'allonge. Mais pour maintenir cette avance et continuer à dominer, les motoristes français durent résoudre une limite physique fondamentale. À très haut régime, les ressorts métalliques traditionnels qui fermaient les soupapes n'arrivaient plus à suivre le rythme frénétique des pistons. Les soupapes s'affolaient, percutaient les pistons et détruisaient instantanément le moteur dans un nuage de fumée familièrement redouté par les mécaniciens. La solution ne vint pas d'un raffinement du métal, mais d'une révolution conceptuelle. Sur les bancs d'essai dynamométriques de Viry, les ingénieurs mirent au point le rappel pneumatique des soupapes, un système remplaçant les ressorts en acier par du gaz, sous haute pression, permettant aux soupapes de s'ouvrir et de se fermer à des vitesses hallucinantes, sans jamais perdre leur synchronisation. Ce n'était pas qu'une simple astuce technique lue dans un cahier des charges. Dans les cellules d'essai insonorisées de l'usine, où les techniciens devaient porter de lourdes protections auditives, ce système signifiait que le V10 pouvait désormais franchir la barre mythique des 14 000, puis 15 000, et bientôt 16 000 tours par minute. Le son d'échappement changea, passant d'un grondement mécanique profond à un hurlement aigu d'une clarté que les circuits n'avaient jamais entendue. Dans une France où un moteur pouvait décider du rayonnement international d'une entreprise, de la fierté d'une usine face aux géants allemands et italiens, de l'attrait d'une vitrine technologique pour vendre des millions de Clio, de Mégane ou d'Espace, et de la validation d'une ingénierie d'élite, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant Elf, intelligence logicielle, chaleur, bruit insoutenable, travail acharné des techniciens de Viry-Châtillon, et surtout, confiance industrielle. Les résultats en piste furent mathématiquement incontestables. De 1992 à 1997, les différentes itérations du cycle 10 Renault propulsèrent les châssis Williams et Benetton vers 6 titres consécutifs de champion du monde des constructeurs. Des pilotes légendaires comme Nigel Mansell, Alain Prost, Michael Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve construisirent leur mythe avec un cœur français battant dans le dos. La régularité de ces moteurs était telle que les équipes anglaises ne se souciaient même plus de l'intégrité interne. Elles savaient que le bloc, scellé et expédié depuis la banlieue parisienne, fonctionnerait sans faille de la première séance d'essai libre du vendredi jusqu'au drapeau à damier du dimanche. Pourtant, fin 1997, estimant avoir accompli sa mission et n'avoir plus rien à prouver aux yeux de ses actionnaires, Renault décida de se retirer officiellement en tant que motoriste. C'était un retrait d'étiquette, pas de métal. Les plans, l'outillage et les droits de fabrication du V10 furent confiés à un sous-traitant de confiance, Mecachrome. Pendant 3 ans, les blocs conçus à Viry continuèrent de tourner sous les noms de Mecachrome, Supertech ou Playlife. Le logo en forme de losange avait disparu des carrosseries, mais l'ADN restait profondément français. Cette pause fut brève. La Formule 1 changeait, les grands constructeurs mondiaux investissaient massivement et l'attraction de la piste ramenèrent la direction à la table des décisions. Au début des années 2000, Viry-Châtillon reprit le contrôle total,
rachetant l'écurie Benetton basée à Einstone en Angleterre pour redevenir une équipe d'usine complète à 100%. Une nouvelle ère allait commencer, non plus dans l'ombre des constructeurs britanniques, mais avec une monoplace entièrement jaune et bleue et une nouvelle architecture conçue pour repousser une limite encore plus extrême. Lorsque Renault revint en tant qu'équipe d'usine complète, au début des années 2000, l'objectif n'était plus seulement de fournir la force brute, mais de concevoir l'harmonie parfaite entre le châssis fabriqué en Angleterre et le moteur coulé en France. Sous la direction de Flavio Briatore et avec un jeune pilote nommé Fernando Alonso, le Fédis français connut son ultime couronnement en 2005, remportant le championnat face à des géants comme Ferrari et McLaren. Mais la Formule 1, effrayée par des monoplaces frôlant les 1000 chevaux, imposa un changement radical pour la saison 2006. Le règlement ordonna la fin des Pumve-10 et le passage obligatoire au moteur C8, un bloc amputé de 2 cylindres, avec une cylindrée strictement limitée à 2,4 litres. Pour beaucoup, c'était une régression. Pour Viry-Châtillon, c'était une nouvelle équation mathématique et physique à résoudre. C'est ainsi que naquit la lignée du V8RS26, rapidement suivie par le légendaire V8RS27. Sur les bancs d'essai de l'Essonne, les motoristes découvrirent d'un nouveau monstre, le moteur V8, avec ses 8 cylindres disposés en V, générait des vibrations totalement différentes du V10, menaçant de détruire les pompes hydrauliques et les alternateurs. Les ingénieurs durent repenser l'équilibrage interne des masses. Mais une fois stabilisé, ce petit bloc de 95 kg révéla une capacité de rotation terrifiante. Dépouillé de sa grande cylindrée, le moteur devait aller chercher sa puissance dans les hauteurs régimes. Avant que la fédération n'impose des limiteurs électroniques, les V8 de Viry-Châtillon atteignaient 19 000, puis brièvement 21 000 tours par minute. À cette vitesse vertigineuse, chaque piston montait et descendait plus de 300 fois par seconde. Le son qui déchirait l'air des circuits n'était plus un hurlement continu. C'était un cri sismique, une fréquence pure et stridente qui faisait vibrer la cage thoracique des spectateurs. Une signature acoustique qui définissait la Formule 1 moderne. Après un nouveau titre d'usine avec Alonso en 2006, Renault comprit que la véritable hégémonie industrielle consistait à multiplier sa présence sur la grille. L'usine redevint le motoriste de choix pour les écuries ambitieuses et noua une alliance qui allait définir la décennie avec Red Bull Racing. C'est avec l'écurie autrichienne et le pilote Sebastian Vettel que le V8R S27 passa du statut d'excellent moteur à celui de chef-d'œuvre technologique absolu. L'ingénierie française dépassait désormais la simple métallurgie pour entrer dans l'ère de la manipulation logicielle ultra complexe. Les ingénieurs de Renault collaborèrent avec les aérodynamiciens de Red Bull pour transformer le moteur thermique en outil aérodynamique. Ils développèrent la technique du diffuseur soufflé. Grâce à des cartographies d'injection d'une précision chirurgicale, le V8 continuait de brûler du carburant et de souffler des gaz d'échappement brûlants sous le fond plat de la voiture, même lorsque le pilote relâchait l'accélérateur. Dans les virages lents, la voiture était littéralement plaquée au sol par le souffle de l'échappement. Le V8R S27 ne hurlait plus seulement en ligne droite. Au freinage, il crépitait et pétaradait violemment comme une mitrailleuse lourde, un son grave et saccadé devenu la bande-son de la terreur pour les équipes concurrentes. L'échelle du triomphe fut historique. De 2010 à 2013, le partenariat Red Bull-Renault remporta 4 doubles championnats du monde consécutifs. Le bloc RS27 devint l'un des moteurs les plus titrés de l'histoire du sport automobile. Viry-Châtillon n'était plus seulement une usine, c'était la Silicon Valley de la performance thermique européenne. Les fonderies travaillaient à plein régime, les techniciens d'assemblage opéraient avec une confiance inébranlable, et le logo en losange était le symbole d'une maîtrise mécanique incontestée. La machine tournait avec une précision impériale. Le prochain adversaire n'attendait pas sur la piste, mais dans les bureaux où de nouvelles règles et une complexité étouffante allaient déréécrire le sens même de la puissance. La première fissure dans l'empire mécanique de Viry-Châtillon n'est pas apparue sur une piste, sous la forme d'une bielle coulée ou d'une culasse fendue. Elle est née silencieusement dans les salles de réunion, sous la forme d'une victoire politique.
En 2010 et 2011, alors que le son strident du V8 RS27 de Renault dictait sa loi sur les circuits, la direction générale du groupe à Boulogne-Billancourt posait un regard froid sur ce triomphe sportif. L'industrie automobile mondiale entamait une mutation brutale. L'électrification et l'hybridation devenaient les nouveaux dogmes technologiques. Vendre des voitures grand public en s'appuyant sur l'image d'un V8 atmosphérique brûlant des dizaines de litres d'essence aux 100 km devenait un anachronisme marketing. Renault, qui investissait massivement dans le véhicule électrique civil, exigea que la Formule 1 change. La marque française menaça de se retirer purement et simplement si la catégorie reine ne passait pas à des moteurs plus petits, suralimentés et dotés de puissants systèmes de récupération d'énergie. La Fédération internationale de l'automobile finit par céder. Pour la saison 2014, le Suryan 8 atmosphérique fut banni. À sa place, un nouveau monstre réglementaire fut imposé, le 1V6 turbo-hybride de 1,6 litres. Le mot même de moteur disparut des manuels techniques, remplacé par l'acronyme froid de groupe propulseur. Le paradoxe allait se révéler cruel. La France avait imposé la suralimentation en 1977. Elle avait voulu imposer l'hybridation pour 2014. Mais cette fois, l'ingénierie allait s'étouffer dans ses propres exigences. Sur les bancs d'essai de Viry-Châtillon, cette nouvelle hybridation, l'utilisation combinée d'un moteur thermique classique et de puissants moteurs électriques de récupération, se transforma immédiatement en un cauchemar logistique et physique. Les motoristes français ne devaient plus seulement concevoir des pièces métalliques capables de résister à la chaleur et à la friction. Ils devaient intégrer le MGUK, un moteur générateur électrique complexe qui récupère l'énergie cinétique dégagée lors des freinages violents. Plus terrifiant encore, ils durent dompter le MGUH, un système inédit relié directement à l'axe du turbocompresseur, tournant à plus de 100 000 tours par minute, chargé de récupérer la chaleur des gaz d'échappement pour générer de l'électricité et éliminer le temps de réponse. L'atelier historique dut se métamorphoser. Les mécaniciens durent en partager l'espace avec des ingénieurs logiciels et des spécialistes des systèmes à haute tension. Les cellules d'essai insonorisées, conçues pour mesurer la puissance brute du vilebrequin, durent être lourdement modifiées pour gérer des flux d'énergie invisibles, des batteries au lithium-ion instables et des réseaux de refroidissement redondants. L'harmonie d'autrefois, régie par le calage parfait des soupapes, fut remplacée par des millions de lignes de code informatique qu'il fallait calibrer en temps réel. Si le logiciel gérait mal le déploiement de l'énergie électrique du MGUK en sortie de virage, la voiture perdait violemment toute adhérence. Mercedes-Benz, ayant anticipé la réglementation et investi des sommes colossales beaucoup plus tôt dans cette architecture ultra spécifique, arriva aux essais hivernaux de 2014 avec un groupe propulseur d'une supériorité écrasante. Le moteur Renault de première génération s'avéra lourd, fragile et surtout cruellement en manque de puissance. Pour la première fois depuis des décennies, Viry-Châtillon n'était plus la référence absolue de la grille. L'usine était devenue le maillon faible. Sur les pistes, les monoplaces propulsés par le losange s'arrêtaient dans des nuages de fumée ou roulaient à des allures réduites, freinés par des batteries qui refusaient de se recharger. Les conséquences sur le modèle économique et humain furent immédiates. À l'époque du SUC 10 ou du V8, fournir plusieurs équipes clientes permettait de rentabiliser les coûts de recherche et de récolter massivement des données. Un moteur V8 coûtait environ 5 à 7 millions d'euros par saison pour une écurie cliente. Le nouveau groupe propulseur hybride, avec ses métaux rares et son assemblage de laboratoire, fit exploser la facture à plus de 15 millions d'euros. Les petites écuries ne pouvaient plus suivre. Le nombre de clients Renault fondit. Le partenariat avec Red Bull Racing, autrefois auréolé de gloire, s'empoisonna publiquement. Les ingénieurs français, autrefois encensés, durent encaisser les critiques acerbes de la direction autrichienne à la télévision mondiale. Le groupe propulseur n'était plus un atout national. Il était désigné comme l'unique responsable des défaites. Le bloc thermique fonctionnait encore. Mais la complexité électrique et les bilans comptables préparaient déjà la chute finale de l'indépendance mécanique française. La direction de Renault tenta d'abord de sauver la fierté nationale. En 2016,
le groupe décida de racheter l'écurie Lotus pour redevenir un constructeur à part entière. L'objectif officiel était clair: réintégrer l'usine de châssis d'Anstone en Angleterre pour que Viry-Châtillon puisse de nouveau fonctionner en parfaite symbiose avec l'aérodynamique, espérant reproduire l'harmonie des années 2005 et 2006. Mais le mal originel de l'ère hybride était profond. Le groupe propulseur exigeait des investissements massifs et continus. Or, le conseil d'administration de Boulogne-Billancourt, confronté aux crises du marché civil, à la chute du diesel et à la coûteuse transition électrique imposée par l'Europe, hésitait à valider des budgets illimités. Le retard architectural ne fut jamais totalement comblé. Les autres motoristes, Mercedes, Ferrari, puis même Honda, après des débuts catastrophiques, dépensaient des sommes astronomiques pour optimiser chaque milliseconde de déploiement de l'énergie électrique de leurs batteries. Sur les bancs d'essai de l'Essonne, le bruit était toujours assourdissant, mais la confiance s'étiolait. Les ingénieurs français durent expérimenter des architectures de plus en plus extrêmes. Ils finirent par adopter le concept du turbocompresseur séparé, plaçant la turbine à l'arrière du bloc et le compresseur à l'avant, reliés par un long arbre traversant le moteur en V. Cette solution devait améliorer le refroidissement et la répartition des masses, mais elle engendra de nouveaux problèmes de fiabilité et de vibration. Les motoristes se battaient non plus seulement contre le chronomètre, mais contre la complexité thermique des systèmes haute tension. Dans ce monde régi par l'accumulation massive de données, l'absence de clients devint une condamnation mathématique. Red Bull Racing, l'ancien partenaire des années de gloire Sigma 8, claqua définitivement la porte pour s'allier à Honda. L'écurie sœur Toro Rosso fit de même. McLaren, qui avait brièvement cherché refuge auprès du Losange, finit par annoncer son départ pour Mercedes en 2021. À partir de cette date, Viry-Châtillon se retrouva tragiquement isolé. Avec seulement 2 voitures sur la grille pour récolter de la télémétrie en temps réel, l'usine française devenait aveugle face à des concurrents qui motorisaient jusqu'à 8 monoplaces. L'identité même de l'équipe commença à se diluer pour des raisons de marketing. En 2021, la direction du groupe décida d'effacer le nom Renault de la carrosserie. L'écurie fut rebaptisée Alpine, peinte en bleu, dans l'espoir de revitaliser la marque sportive du groupe. Le moteur hybride fut renommé U-Tech, mais changer le logo sur la culasse ne modifiait ni les contraintes physiques du vilebrequin, ni les limites du réseau électrique. La facture de cette indépendance de plus en plus solitaire devenait intenable. Maintenir un département moteur de Formule 1 au plus haut niveau coûtait largement plus d'une centaine de millions d'euros par an. L'ultime coup de grâce ne vint pourtant pas de la piste, mais du futur règlement. Pour la saison 2026, la Fédération internationale de l'automobile annonça de nouvelles normes, la suppression du complexe MGUH, mais une augmentation massive de la puissance électrique, obligeant la batterie et le MGUK à fournir près de 50% de la puissance totale de la voiture. Pour Viry-Châtillon, cela signifiait devoir repartir d'une feuille blanche. Les ingénieurs s'y mirent avec acharnement. Les prototypes du moteur 2026 tournaient déjà sur les bancs d'essai. La mécanique thermique française était prête à se battre. C'est alors que le calcul financier froid eut raison de près d'un demi-siècle de culture mécanique. À l'été 2024, la rumeur impensable devint une annonce officielle dévastatrice. La direction du groupe formula une conclusion purement comptable. Il était infiniment moins cher et moins risqué d'acheter un groupe propulseur client à Mercedes-Benz que de continuer à financer le développement interne de sa propre technologie. Pour la première fois depuis l'invention du moteur turbo en 1977, une équipe d'usines françaises s'apprêtait à courir avec un cœur étranger. La décision provoqua un séisme industriel. Les syndicats de Viry-Châtillon publièrent des communiqués désespérés. Les employés, des mécaniciens aux ingénieurs motoristes, se mirent en grève. Ils brandirent des banderoles dans les tribunes des circuits, vêtus de t-shirts blancs, plaidant pour sauver leur savoir-faire national, affirmant que le moteur 2026 affichait déjà des performances prometteuses. Mais le tableur Excel des dirigeants était figé. La Formule 1 n'était plus perçue comme un laboratoire essentiel pour des voitures de route qui devaient, de toute façon, devenir entièrement électriques. Le moteur thermique fonctionnait encore. Les prototypes sur les bancs d'essai vibraient, les ingénieurs croyaient encore en l'avenir. Mais les bilans financiers changèrent la donne.
Le conseil d'administration trancha. L'usine perdit son mandat historique. Le logo Alpine allait survivre sur la grille. L'empire mécanique français derrière lui venait de s'éteindre. L'annonce de l'été 2024 n'a pas fermé les portes physiques de l'usine de l'Essonne, mais elle a scellé un chapitre fondamental de l'histoire industrielle française. Viry-Châtillon ne disparaît pas de la carte géographique. Le site a été immédiatement rebaptisé par l'entreprise, réorienté vers un nouveau pôle d'ingénierie nommé Hypertech Alpine. Les ingénieurs, autrefois maîtres absolus des soupapes pneumatiques et des turbocompresseurs tournant à des vitesses vertigineuses, se sont vus proposer de nouvelles missions. Ils sont désormais affectés au développement de supercars électriques, de logiciels de gestion de batteries à l'état solide et de recherche sur les technologies à hydrogène. Le lieu survit, les emplois sont préservés sur le papier, mais sa vocation première, concevoir, fondre et assembler le cœur thermique de la Formule 1 pour prouver la supériorité de la France face au reste du monde, a été définitivement effacée par une décision comptable. Que reste-t-il alors de ces 50 années de fureur mécanique, de ces investissements colossaux et de ces vies dédiées à la quête de la milliseconde? Pour trouver la véritable trace de l'empire Renault F1, il ne faut plus regarder les grilles de départ modernes. Il faut se tourner vers les lieux de mémoire, les musées, les collections privées et les archives industrielles. Au Musée national de l'automobile à Mulhouse ou dans les réserves de Renault classique à Flins, les blocs jaunes et noirs reposent dans un silence absolu. Les V6 turbo pionniers des années 80, avec leurs échangeurs thermiques massifs, côtoient les V10 ultra légers des années 90, chef-d'œuvre de compacité, et les V8 RS 27 hurlants des années 2000, réputés indestructibles. Il serait facile de réduire ces objets à de la simple nostalgie de course. Mais la nostalgie est une émotion douce, passive, qui fige le passé en un simple souvenir. Or, ces moteurs exigent d'être compris pour ce qu'ils étaient réellement dans le système français. Un V10 Renault posé sur un socle d'exposition n'est pas qu'un trophée sportif rapporté d'un dimanche victorieux. C'est une capsule temporelle de la souveraineté industrielle de tout un pays. Il prouve, par l'usinage complexe de son carter et la légèreté millimétrique de ses bielles, qu'il fut un temps où la France refusait catégoriquement de sous-traiter l'intelligence de la puissance. Ces blocs d'alliage démontrent une capacité nationale à marier la fonderie lourde de précision, la thermodynamique extrême et l'informatique embarquée pour imposer ses règles à des géants historiques comme Mercedes-Benz, Ferrari ou Honda. Ils rappellent que la puissance mécanique était autrefois considérée au sommet de l'État et des directions d'entreprise, non pas comme une charge financière indésirable, mais comme un langage diplomatique et un socle de fierté nationale. Cette école de l'extrême irriguait toute l'ingénierie française. La note de bas de page la plus cruelle et peut-être la plus révélatrice de cette longue histoire se trouve dans les derniers mois d'existence du programme thermique. Juste avant que le conseil d'administration ne débranche le financement pour s'orienter vers l'achat d'un moteur étranger, le tout nouveau prototype du groupe propulseur hybride, spécialement conçu pour la future réglementation de 2026, tournait déjà sur le banc d'essai principal de Viry-Châtillon. Selon les motoristes, les premiers chiffres de puissance, de coupe de relance et de fiabilité thermique étaient extrêmement prometteurs. La machine fonctionnait. L'ingénierie française avait résolu la nouvelle équation européenne. Mais ce moteur, né de l'acharnement d'une usine qui refusait de mourir, ne verra jamais la lumière d'une piste. Il restera dans l'histoire comme un moteur fantôme, une œuvre d'ingénierie intégralement testée, validée, mais assassinée par un tableur financier avant même d'avoir pu pousser son premier cri en compétition. Il prouve de manière éclatante que ce n'est pas la compétence technique qui a failli, mais la volonté politique de l'assumer. La fin du moteur de Formule 1, Renault n'est donc pas un échec technologique face à la concurrence. C'est le symptôme brutal d'une redéfinition globale de l'industrie automobile. Le moteur thermique de très haute compétition, autrefois perçu comme le pinacle absolu de l'innovation et le meilleur argument marketing pour rassurer l'acheteur d'une berline de route, est devenu un centre de coûts exorbitant. Il était devenu impossible à justifier pour un groupe généraliste contraint de financer une transition électrique colossale, dictée par les normes européennes anti-pollution. La France n'a pas perdu son savoir-faire mécanique. L'industrie a simplement décidé
que cette forme de puissance était devenue un luxe inutile dans un monde désormais régi par les plateformes partagées, les logiciels et la réduction drastique des coûts. Le championnat de Formule 1 continuera. Des monoplaces portant le nom d'Alpine continueront de rouler à plus de 300 km par heure, peintes aux couleurs françaises, mais elles seront propulsées dans l'ombre par un cœur mécanique, conçu et assemblé par une autre nation. Le lien organique, profond et viscéral entre l'usine française et la piste, aura été rompu pour toujours. L'empire mécanique français s'est figé, quelque part dans les ateliers désormais silencieux de l'Essonne, ou sous les lumières froides d'un musée dédié aux gloires industrielles passées, un ancien bloc de développement repose encore sur son lourd établi d'acier. Son carter est immaculé, ses tubulures d'échappement sont finement soudées, mais définitivement froides, attendant éternellement une étincelle et une montée en régime que l'industrie moderne n'a plus l'intention de lui donner. Et la prochaine Rastawa,